Le 20 mai 2016 à Véricelle dans le cadre des Viva en compagnie de Pierre Auqueigne. Bonsoir. Bonsoir, oui. C'est la troisième fois que vous venez ici à Véricelle. Oui, c'est la troisième fois. C'est la dernière fois, ça remonte un petit bout de temps, parce que c'était, je crois, en 2006, donc ça fait, voilà, ça fait un certain nombre d'années, comme on dit. C'est une certaine fidélité. Oui, bah, ça fait un peu ça fait un déplacement exotique, et puis on quitte un peu l'urbain pour aller un peu se mettre au vert, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce cadre-là, dans ces petites salles, dans ces petits lieux? C'est la proximité du spectacle avec le public, et puis après, la deuxième chose, c'est quand même intéressant de venir, enfin, je pense, de venir jouer un spectacle dans un milieu rural et où on n'a pas l'occasion de voir des spectacles très souvent. Il faut toujours, comme on dit, aller à la ville et puis se rendre dans des salles de spectacle. Voilà, donc c'est un peu la démarche inverse, c'est l'artiste qui vient sur place. Et moi, j'aime bien cette proximité. Et ce soir, c'est le spectacle qui porte le titre CC. Oui, Alors vous jouez le rôle d'un directeur de théâtre. C'est un personnage qui a évolué au fil des représentations. Au début, il n'était pas tout à fait directeur de théâtre. non, non, il a pris du grade. Au départ, c'était un metteur en scène qui présentait avec une gestuelle décalée la pièce qu'il avait créée. Et voilà, au fur et à mesure de sa carrière, il a évolué. Maintenant, il est devenu directeur de salle, donc directeur de théâtre. Et on l'appelle le directeur de théâtre avec un grand T, parce que c'est un personnage qui effectivement a marqué énormément le public, avec le fameux mot CC qui est fredonné dans beaucoup de circonstances et que je croise très souvent dans la rue. Souvent, on m'interpelle avec ce mot-là, CC. Donc, ça veut dire que les gens ont effectivement imprimé ce personnage. Et c'est l'impératif, hein, CC-EZ. Oui, 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 parce que c'est un espèce de personnage complètement allumé qui dirige une salle de spectacle et qui présente une programmation avec des artistes qui sont là ou pas d'ailleurs, mais la plupart sont très connus, des vedettes qui ne seront pas forcément dans la saison, mais bon, il est très content de les présenter quand même. Mais c'est le personnage que j'interprète, il est vraiment, c'est un fou. Et j'en ai croisé. La fiction dépasse parfois la réalité. Son surnom, c'est GPS, parce que ce sont ses initiales. Oui, c'est Gilles Patrick Savaillon, effectivement. C'est le nom du directeur de théâtre qui se fait appeler GPS pour les intimes. Puis tout part de là, après c'est la saison culturelle qui démarre avec ce personnage. Et c'est une soirée caritative Oui, pour des chiens. oui, 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 parce que c'était le personnage de Gilles Patrick Savaillon, c'est quelqu'un de généreux et qui a décidé d'organiser une soirée caritative. C'est un peu son téléthon qu'il a remplacé les malades par des chiens. Donc c'est un autre trip. Mais il combat un peu ce fléau et il essaie d'inviter les artistes comme Nolwenn Leroy, Johnny Hallyday ou Mylène Farmer. Du beau monde, du beau linge. Du beau linge, oui. On aura peut-être l'occasion de voir à Véricelle, c'est pas garanti, mais on sait jamais. C'est mis en scène par Jean-Luc Barbeza. On ne Oui, parle jamais de ces gens-là qui aident les artistes comme vous à mettre en scène. oui, ça fait partie des gens de l'ombre. Jean-Luc, c'est un vieux pote qui est aussi comédien humoriste suisse, qui continue dans ce métier avec son collègue Cuche, puisqu'ils ont fait un duo qui s'appelle Cuche et Barbeza, qui dure depuis pas loin de 30 ans aussi. Très connu en Suisse, et comme c'est un vieux copain, on bosse ensemble à chaque fois que je fais un spectacle, je fais appel à lui parce qu'on a une belle complicité dans la façon de travailler, et puis c'est important d'avoir un complice dans ce métier-là. Qu'est-ce qu'il apporte surtout? Ben, il apporte ce qui est le plus important, c'est le regard extérieur. On n'est pas tout seul à se regarder le nombril, donc et c'est important d'avoir quelqu'un qui dise un petit peu sa façon de voir les choses et éventuellement de dire non sur des choses qu'on peut penser bien ou utiles. Donc on n'a pas forcément un regard objectif, et lui il l'a. Et c'est un peu le rôle du metteur en scène de mettre une croix rouge sur un truc qu'on pense qui fonctionne, et en fait non. C'est très important pour ça. Il faut fignoler les choses et puis arriver à avoir un spectacle qui soit le plus professionnel entre guillemets possible. Donc il faut qu'on soit sûr que les choses soient interprétées pour
Oui. plus large public possible. Ce soir, comme vous l'avez dit, c'est un milieu plutôt rural. C'est dans les monts du Lyonnais, ici, dans le département de la Loire. Mais ce spectacle, vous l'avez joué aussi bien en Suisse qu'en Belgique, qu'au Canada, au Québec. Oui, il est parti Donc partout. il a un côté passe-partout, je veux dire, enfin passe-partout. Tout Oui. public peut s'y retrouver. Ouais, c'est un peu ce que je cherche à défendre. Je veux pas faire de spectacle trop partisan d'une façon ou d'une autre. Je veux pas faire d'allusions régionales. J'essaie d'être généraliste au maximum et que tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de référence où personne, où là, à un moment donné on se dit mais de quoi il parle. Donc c'est pour ça que c'est un spectacle en plus francophone, puisque c'est effectivement au Québec ou en Belgique ou en France, il n'y a aucune différence. Donc ça parle à tout le monde. Vous habitez Neuchâtel, mais vous n'êtes pas suisse. Oui. Votre carrière a été lancée quand même beaucoup par la télévision belge, mais vous n'êtes pas le belge. Vous êtes bien connu plus qu'en France, au Québec, mais vous n'êtes pas canadien. Mais justement, votre pays, c'est un peu la francophonie. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'aller pas mal au Québec, de faire la Belgique aussi, de parcourir la Belgique un peu dans tous les sens, de faire une émission de télé là-bas. Et maintenant la Suisse aujourd'hui qui marque aussi le pas. Donc voilà, ça fait partie d'un métier de saltimbanque et on se promène avec sa roulotte et on essaie de parcourir le plus possible la planète. Vous avez commencé tôt, à 20 ans, à l'heure heureux, en 1980. Oui. Je voudrais insister sur un point, vous avez fait de belles rencontres. Souvent les artistes disent, dans notre métier, la chance, c'est plutôt les rencontres. Oui, forcément, oui, à un moment donné, c'est des concours de circonstances, des rencontres, des coups de chance. Oui, il n'y en a pas énormément, mais enfin, il y en a quelques-unes, mais c'est surtout les rencontres avec les gens. Et c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes sur lesquelles j'aurais pas pensé une seule seconde que j'allais pouvoir un jour côtoyer. Il y a Bouvard. Il y a eu Philippe Bouvard, oui, avec qui j'ai travaillé pas mal de temps sur Paris, qui m'a fait faire pas mal de choses, et grosses têtes en télé, en radio. Donc voilà, puis ça fait partie des personnages qui marquent une carrière. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Philippe Chevalier, Chevalier Aspalès, qui est devenu un ami. Voilà, puis après j'ai rencontré d'autres gens de ce métier cinéma. Même j'ai eu l'occasion de rencontrer André Pousse aussi, qui est un fidèle de Georges Lautner dans les films de policiers de cette époque-là. André Gaillard des Frères Ennemis, qui est devenu aussi un fidèle ami. Le pauvre Gaillard, excusez-moi, oui. C'est vrai que le fait qu'il ait perdu son comparse, qui est complètement disparu, qui fait partie de cette liste de disparus. Oui. Une fois qu'il s'est retrouvé seul, sa carrière était terminée. Ça s'est arrêté relativement vite et voilà, précipitamment. Vous avez essayé d'ailleurs de reprendre un sketch. Oui, j'ai joué un sketch avec André, oui, pour la télévision belge, avec plaisir, on s'est bien marré, et puis voilà, puis c'est devenu vraiment un ami très proche, et voilà, puis j'ai rencontré d'autres gens, Maurice Baquet, Raymond DeVos, qui sont aussi des gens qui... Oui. C'est une chance, excusez-moi, c'est quelque chose quand même. Oui, Maurice Baquet, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 91 sur un festival à Villard-de-Lans. Il était le président du festival, et puis c'est pareil, c'est quelqu'un avec qui j'ai sympathisé. On s'est appelé très souvent, et depuis, maintenant je continue. Je perdure la tradition Baquet avec son fils Stéphane, avec qui je suis très proche aussi. Donc voilà, donc c'est une espèce de continuité. Que fait-il, son fils? Alors, il est régisseur de théâtre, il s'occupe d'un théâtre à Avignon, il est resté dans le métier, comme toute la famille Baquet à peu près, ils sont tous des artistes. Donc voilà, donc ça fait partie des gens qu'on rencontre dans ce métier, c'est très agréable. Oui. Alors Avignon, vous le citez, le spectacle qu'on va voir ici à Vérissey, vous allez le jouer début juin, du 8 au 11 juin, au Café-Théâtre de la Fontaine d'Argent. Alors non, justement. Ça a changé, oui, c'est un scoop, je l'annonce, parce que malheureusement, j'aime pas trop faire ça, mais... Les circonstances de ce métier font que je viens de signer un tournage de film quelques jours et ça s'est décidé très rapidement puisque le réalisateur Patrick Godot m'a appelé pour me proposer un rôle avec Michel Larocque et Sabine Azéma et donc je pars en tournage début juin. C'est quelque chose que vous attendiez, c'est un petit peu le cinéma. Vous aviez des envies maintenant? Oui, j'avais des envies, je ne les espérais pas parce que De Funès a commencé à peu près à 54 ans aussi, donc j'arrive dans la bonne période. Et donc, voilà, ça s'est produit et je suis content de le faire, oui, bien sûr. Alors, ça fait appel à des sacrifices, malheureusement. C'est pour ça que je le dis par rapport à La Fontaine d'Argent, qui est un merveilleux théâtre, dans lequel je suis passé déjà
de nombreuses fois au début de cette carrière, et qui se faisait une joie de m'accueillir. Bon, malheureusement, je dis malheureusement, les circonstances professionnelles font que c'est reporté à mars 2017. Ça se négocie. Oui, on le négocie. Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que ça pose certains problèmes de gestion administrative et bon, ce que je comprends aisément, mais voilà, donc c'est assez reporté. C'est bien là, qu'il y ait cette ouverture pour vous, telle que je peux lire votre carrière, vers le cinéma. Vous dites-vous qu'entre le spectacle d'humour et le théâtre, vous ne voyez pas de différence? Non, pas spécialement, non, mais ça dépend un peu des personnalités de chacun. Moi, je défends plus le spectacle d'humour joué, interprété et puis imaginaire, parce que j'ai découvert Philippe Caubert la première fois que je suis allé au Festival de Cannes. Oui. Voilà, donc c'était un choc, un peu un choc thermique de voir ce type-là, qui interprétait avec un imperméable 30 personnages sur scène pendant 3 heures. Donc c'est une performance et c'est pour ça que j'appelle, je dis que l'humour, effectivement, c'est aussi du théâtre avant tout, pour moi, à mon avis. Ce qui n'est plus forcément maintenant parce qu'on est dans une autre mode. Donc c'est un autre style. Vous avez des références parmi les personnes que vous avez beaucoup appréciées. Il y a Alex Métayer. Oui, ça fait partie des gens que j'ai malheureusement pas eu le temps de rencontrer, mais qui font partie des gens que j'aime énormément parce que ça fait partie de personnages qui interprètent des gens un peu frappadingues, un peu allumés, et puis des histoires drôles et loufoques. Zouk, puis encore au jour d'aujourd'hui, je pense à Didier Ménureau, qui sont un peu dans cet esprit traditionnel de l'humour avec des personnages et proposer des histoires. Ce qu'on n'a plus maintenant, donc ce qui disparaît un petit peu, à mon sens, sans être plus ringard de l'humour, conservateur, mais il y a des humoristes et le stand-up, pour moi c'est un style que je trouve qui devient tellement banal, uniforme, et standard qu'on perd un peu d'imaginaire. Ce n'est pas votre vie que vous racontez sur scène, vous jouez des personnages. Oui, c'est pas j'ai pas envie de raconter ma vie, les gens sont pas là pour l'entendre en plus et puis s'en foutent. Moi j'ai envie de raconter des histoires drôles et de provoquer un peu l'imaginaire chez les gens, donc ils se laissent embarquer. Alors ça peut passer ou ça peut pas passer parce qu'il y a des gens on n'est pas universel dans ce métier. Je connais pas d'humoriste, même Coluche à son époque n'a jamais été un comique universel. Il y a des gens qui le détestaient, d'autres qui l'adoraient, et on est tous dans ce cas de figure-là. Et moi, j'aime bien proposer des choses nouvelles aux gens et les remuer un petit peu pour se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Souvent, dans les papiers de presse, il y a le mot absurde Oui. Qui ressort. Plutôt que l'absurde, moi, je vous proposerais burlesque. Je suis allé rechercher le sens de burlesque dans le dictionnaire ce matin. Comique extravagant et qui déroute. Oui. C'est bien, ça vous colle. Oui, c'est ça, oui. Et du côté du film, qu'on appelait le film burlesque, caractéristique des gags visuels, ça vous correspond, et puis une rapidité de l'enchaînement. C'est bien vous, ça. Oui. Donc vous acceptez, vous êtes un burlesque? Oui, bien sûr, on peut qualifier ce qualificatif, oui, peut me convenir, bien sûr, mais encore une fois, c'est un style qui est un peu en désuétude, mais qui n'est plus d'actualité, parce que c'est un art qui est compliqué, qui demande beaucoup de travail, et c'est vrai que c'est pas facile. Et la découverte des jeunes talents d'aujourd'hui, on a un peu du mal à retrouver ce créneau, parce que la faute, je pense à la télévision, à Internet, qui propose de l'humour un peu éphémère. Donc c'est dans le monde de l'éphémère, il faut aller vite, faire un maximum de vues, de se montrer à un maximum de gens en très peu de temps. Donc ce qui fait que la durabilité des humoristes est courte. Les retours que l'on peut trouver sur Internet, aussi bien de la part des professionnels, de la critique de professionnels, que de Monsieur Tout-le-Monde, Madame n'importe qui, on vous reconnaît ça. Oui. Oui, c'est un travail de longue haleine, et puis après c'est un style qu'on a dans la peau, donc je défends un style de spectacle qui est effectivement, je pense, qui est assez singulier, puisque personne d'autre a ce style-là, et j'en reviens à André Gaillard, les Frères Ennemis, qui avait un style très singulier que personne n'a jamais repris. Donc chacun, le principal, c'est comme disait Raymond Levaux, m'avait dit, il faut trouver son clown, il faut trouver sa façon de fonctionner. Essayer de se démarquer du reste de la masse pour pouvoir marquer les gens.
Momo, c'est votre clown numéro 1. Oui. On vous le réclame. D'ailleurs, vous le faites intervenir ce soir à un moment donné. Oui, dans le spectacle qui vient à la fin, aussi, oui. hein. Donc, ce Momo il a daté social et qui est remarquable par les objets et la manière dont il les utilise. Par exemple, il y a la valise, là, qui est à quelques centimètres de moi, la valise bleue, qui est un personnage. Il y a le béret, l'écharpe, les lunettes cassées. Ces objets sont très importants. Oui, bah oui, ça fait partie du personnage, ça fait partie intégrante du personnage. C'est quelque chose qui est indispensable. C'est comme quelqu'un qui se promène avec son chien. C'est un peu le gardien du phare. Donc il faut. Ça fait partie du personnage. Moi, quand j'ai créé ce personnage-là, je pensais pas que ça apporterait autant de choses et que ça provoquerait autant d'émulation. Je l'ai vécu en Belgique d'une façon un peu singulière parce qu'il y a eu une espèce de raz-de-marée sur ce personnage quand il est passé à la télé où les gens s'habillaient en Momo dans la rue, où les enfants dans les cours d'école se jetaient sur leurs sacs, leurs cartables en faisant Momo. Donc c'était un espèce de personnage, une icône qui s'est mis en place en Belgique et qui encore aujourd'hui marque les gens. Il est arrivé au bon moment. Oui, enfin, il est arrivé à un moment, je ne sais pas, en tout cas ça laisse une empreinte et même encore au jour d'aujourd'hui, je suis allé à Rochefort il y a 2 mois, Momo, ça, je pense que ça me suivra jusqu'à la fin de mes jours. Il vous agace maintenant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Faut pas dire, on s'agace jamais d'une chose pareille. Alors c'est qu'on est complètement aigri et puis en fin de carrière et que ça sent le sapin. Mais non, pas du tout. Je suis toujours surpris de voir les gens vivre avec ce personnage encore en Belgique. Oui. C'est un personnage de bande dessinée. D'ailleurs, il y a peut-être toujours un projet d'en faire un personnage de bande dessinée. Oui, on a travaillé avec Michel Rodrigue des projets là-dessus. Il y a des choses qui traînent dans les boîtes, dans les cartons, donc ça sortira peut-être un jour. Voilà, ça fait partie des projets qui sont aussi là. On va du côté de la bande dessinée. Pendant plusieurs années, vous avez été, à la suite de Dupas, le scénariste de ce fameux personnage, Cubitus, ce chien blanc dont on ne voit jamais les yeux. Et de 2005 à 2012, quelque chose comme ça, vous avez été le scénariste. Oui, on a fait 7 albums avec Michel Rodrigue, on a repris les droits de Dupas et on s'amuse à faire vivre ce personnage et c'était un grand moment aussi parce que là encore j'ai rencontré pas mal de gens de la bande dessinée. On peut préciser, c'est du style Gaston Lagaffe, Boule et Bill, je veux dire, c'est une planche, une page, un gag. Oui, donc c'est rapide aussi. C'est rapide, il faut que ça aille assez vite et puis les histoires sont relativement absurdes. Garder cette espèce d'absurdité dans le personnage, oui. Il parle, il a des grandes conversations. Oui, sur des sujets de société, on a essayé de fonctionner là-dessus, oui. Et vous êtes permis de rajouter des personnages, le nain de jardin, Helmut. Oui, et puis il y a eu Bidule qu'on a créé, le neveu de Cubitus, qui est un personnage qu'on a complètement créé. Ouais. C'est Cubitus en modèle réduit. Voilà, oui. Il y a eu 3 albums, même indépendants. Oui, qui fonctionnent plus sur les enfants, destinés à un public jeune. Ouais. Dupas avait de la famille. Il avait une femme, des enfants aussi, et puis voilà, donc tout s'est arrêté à son décès parce qu'il a malheureusement le personnage s'est arrêté, mais après ça a repris. Ils ont accepté la manière dont vous l'avez repris, la création de ces nouveaux personnages. Bien sûr, oui, autrement c'est pas toujours évident dans la famille. Non, ça s'est bien passé, oui, bien sûr. Oui, on a eu l'accord de la femme de Dupas, il n'y a aucun souci par rapport à ça, oui. Et ça s'est arrêté. Je peux vous demander pourquoi? C'est de votre fait ou Ça s'est arrêté parce que j'avais plus de temps de faire les scénarios, parce qu'entre le spectacle et les scénarios, ça commence à être assez lourd et assez conséquent. Et puis après, Michel Rodrigue s'est installé en Écosse, donc ça devenait assez compliqué pour l'écriture des scénarios. Donc voilà. Avec un petit peu de regret de lâcher Cubitus? Oui, c'est toujours un peu difficile de lâcher un personnage comme ça, mais bon, il faut faire la part des choses, et puis qu'on peut pas, une fois de plus, on ne peut pas tout faire. Déjà, les spectacles, ça tient énormément de place, donc le scénario de BD, c'est compliqué aussi. Il faut que ça soit libre d'esprit. Ça correspondait bien à votre manière d'être sur scène. En fait, ça fait 10 albums avec les 3 albums de Bidule. En 7 ans, ça fait plus d'un album par an. Si on fait le calcul par nombre de semaines et de pages, il y a une certaine cadence. Oui, il faut y aller, il faut tenir le rythme. Oui, c'est du boulot. L'expérience de Cubitus a enrichi votre humour sur scène? Oui et non, ça surtout dans le contraire qui m'a permis de faire évoluer le personnage par rapport à la scène, la
façon dont j'avais envie de travailler la scène, je l'ai reporté un peu sur la BD. Donc c'est plutôt mes idées d'auteur et d'interprète qui m'ont permis de le décaler sur le personnage de Bidule, enfin de Bidule, je dis de Bidule, mais surtout de Cubitus, oui. Il y a des objets qui ont une place importante. Il y a la niche, il y a sa collection d'os, la moto de son maître. Sénéchal, oui. Son maître, on se demande s'il est bien Oui. maître. Hein, Sémaphore, c'est ça? Sémaphore, oui, Hein? et Sénéchal le chat. Il y a des objets aussi qui ont une place importante. Oui. On a essayé d'actualiser tout ça par rapport à l'époque d'aujourd'hui, parce que ça évolue quand même, ça a beaucoup évolué. À partir du moment où la BD s'est arrêtée, où on l'a reprise, l'époque a changé et on a dû faire évoluer le personnage dans la modernité. Donc on a fait apparaître le GPS, les flashs sur la route, enfin voilà, on s'est amusé avec tout ça. Je trouve une constance entre le burlesque du film burlesque, Charlot aussi, la canne, le chapeau, votre personnage Momo, Cubitus, il a ses objets aussi. Oui, il y a toujours un rapport avec les objets qui fait qu'on assimile très rapidement le personnage avec ce qu'il a ou ce qu'il représente. Oui, ça fait partie du jeu, oui, effectivement, c'est important. À votre sujet, on évoque aussi Darry Cole. C'est un parrainage qui vous plaît aussi? Oui, ça fait partie de tous ces fantaisistes qui sont des personnages un peu décalés, déjantés, et qui ont marqué l'époque, oui, c'est effectivement. Ouais. Et sur votre personnage de ce soir, là, de CC GPS, j'ai trouvé sur Internet, c'est un Jean-Louis Borloo sous ecstasy. Oui, il faut aller chercher loin celui-là, mais... Pourquoi pas, en même temps, je pense que, oui, avec les cheveux en pétard, après, bon, j'ai pas pris les mêmes décisions, mais pourquoi pas, tout est possible dans ce métier. Petit retour simplement sur la BD, vous avez rencontré Tibet, l'auteur de, j'allais dire Kidordine, enfin Chic Bill, mais oui, il y a un personnage burlesque aussi, Kidordine. Oui, ça fait partie un peu des joies d'avoir rencontré tous ces copains qui sont devenus des potes, oui, c'est vrai, dans ce métier de dessinateur, j'ai eu Covin, j'ai eu Tibet, Valtteri, Dany, enfin je peux en citer des tonnes de gens avec qui on faisait des brinques, des fêtes, on fait salle de BD et Tibet, ça faisait partie des gens avec qui on a passé des super moments, oui. Effectivement, qui m'a même représenté dans une de ses BD d'ailleurs, où je fais un espèce d'inspecteur libidineux. Dans les derniers? Dans un des derniers de Tibet, oui. Ouais, c'est voilà, donc ce qui fait que j'ai une collection de BD dédicacées qui est assez impressionnante, oui. Par rapport au cinéma, c'est un rôle comique ou pas du tout? C'est assez marrant parce que Patrick Godot, qui ne me connaissait pas de visu, a vu des vidéos de moi sur Internet qu'il a apprécié. Et le personnage que je vais faire dans ce film-là, ça correspond à... Je pense qu'on a un point commun avec Godot, c'est qu'il adore le comique anglais, et moi aussi. Et la référence qu'il a prise par rapport à ça, c'est Peter Sellers. Et moi, ça me correspond tout à fait. Donc ça, c'est plus un personnage dans cet esprit de... comme on a parlé tout à l'heure de Buster Keaton, de burlesque, de personnage un peu improbable, surprenant, mais drôle. Donc je pense je vais aller dans cet esprit-là, oui. Pierre Oquen, vous savez ce qu'on vous souhaite pour ce soir, hein, un gros mot qui commence par un M en lettres capitales. Eh bien, c'est un fait, je le prendrai comme ça. Et on vous donne rendez-vous pour une 4e fois dans quelques années ici à Vérisset. Pourquoi pas. Merci. Merci.